voyez la peur s'exprimer? Ce garçon a une peur mortelle de la vérité. Petit, ça me brise le cœur de te dire ça. Mais je pense que tu es un jeune homme très perturbé et que tu es très désorienté. Je pense que tu vas toujours chercher tes réponses au plus mauvais endroit. Ah, vous avez raison, ouais, je suis vraiment perturbé, je suis vraiment désorienté, ça c'est vrai, ouais. Et j'ai peur, hein, j'ai vraiment peur. Vraiment peur, oui, parce que je pense que vous êtes cet enfoiré d'antéchrist. Oh tiens, revoilà l'islam. Je suis obligée d'en parler parce que ça dit tellement de choses sur la société française, mais honnêtement j'en ai marre. On a fait le tour de la question, on est des Européens, on devrait parler de philo et de physique quantique, pas des divagations d'un arabe du 6e siècle, et c'est ça le pire dans la tiers-mondisation, elle parasite nos esprits avec de la lourdeur, elle nous tire vers le bas alors que notre destin est ailleurs. Vous êtes une féministe, Rokhaya Diallo. Est-ce qu'on peut être féministe et défendre le port du voile? On peut être féministe et même porter le voile. Non. On peut pas en vouloir aux militants islamistes de défendre le voile islamique, ils font leur taf, même si on peut encore souligner leur incroyable mauvaise foi. Les attentats islamistes ont tué des centaines de Français en quelques années, mais les musulmans peuvent pas acheter leurs symboles religieux chez Decathlon. Oh là là, trop dire votre vie. Bonjour, on défend le voile islamique, mais on va vous apprendre ce qu'est le féminisme. Putain, ces gens osent vraiment tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Technique de l'inversion accusatoire, ils nous reprochent d'interdire aux femmes voilées de faire du sport, alors que ce sont eux qui interdisent à leurs femmes de faire du sport si elles ne sont pas voilées. Pour eux, ce n'est pas la pratique de l'islam qui ostracise les jeunes filles, non, c'est l'interdiction du voile à l'école. On nage en plein délire. Faut remettre les choses à l'endroit. Si certaines femmes sont enfermées à la maison, ce n'est pas la laïcité qui en est responsable, c'est leur propre religion. Bah voilà, dans ce café, il n'y a pas de mixité. Est-ce que c'est normal? À Sevran, on n'est pas à Paris. Même à Sevran, c'est la France. C'est dans le 93. Et alors, le 80... Et alors à Paris, c'est des mentalités différentes. C'est comme Audelais. Parfois, on nous raconte aussi que beaucoup de musulmanes choisissent de porter le voile délibérément, et je comprends pas en quoi c'est un argument. L'islam est une religion misogyne, et si une femme décide de promouvoir cette religion en s'habillant comme ça veut dire qu'elle soutient cette vision du monde, et je vois pas pourquoi on devrait tolérer la détestation de la féminité, sous prétexte qu'elle peut aussi venir des femmes. On a même eu droit à Obono nous expliquant que la charia c'est pas si grave tant que c'est éco-responsable. Bref, rien de surprenant, car tout ce petit monde joue son rôle en tant qu'ennemi de l'Occident, mais le plus déprimant ce sont les autres, ceux qui se disent féministes, progressistes, tous ces gens bien blancs qui servent de marchepied aux intégristes musulmans, plus ou moins volontairement. J'ai de plus en plus de mal à appeler ces individus des idiots utiles, car eux n'ont plus aucun mal à reprendre mot pour mot et trait pour trait la propagande de l'État islamique, comme le fait par exemple la dessinatrice Emma. Schiappa parle de convergence idéologique entre Manif pour tous et terroristes, mais à quel moment on parle de la proximité philosophique entre les fanatiques du Coran et les fanatiques inclusifs, qui pensent que montrer un joli fessier de femme dans une publicité pour des jeans ou de la lingerie c'est un acte dégradant, irrespectueux, propageant ainsi l'idée que les femmes qui aiment s'habiller sexy ne se respectent pas. Quand une fille se fait insulter par Kader dans la rue parce que sa jupe est trop courte, c'est aussi grâce aux féministes intersectionnelles. Ces personnes combattent les joies genrées mais elles défendent les femmes voilées, elles attaquent Decathlon quand ils sortent des sacs à dos bleus pour les garçons et roses pour les filles, mais ne disent strictement rien quand Decathlon met dans ses rayons un signe religieux qui cache les cheveux féminins. Ces femmes font ce qu'elles veulent, nous disent-ils, comme si le fait d'arborer un symbole comme le hijab était sans conséquence sur la communauté, sur le tissu national. Nous sommes ici en France, dans un pays qui est une république où les droits fondamentaux des citoyens et des citoyennes sont respectés. Donc, l'un de ces droits fondamentaux, c'est le droit pour chacun de se vêtir comme il le désire et de porter des signes religieux s'il le désire. Tu le reconnais? Bien sûr que je le reconnais, c'est mon cousin, et lui aussi, il est constitué d'un énorme paquet de bits. C'est d'ailleurs assez amusant de voir cette gauche défendre le voile, au nom de la sacro-sainte liberté individuelle, elle qui passe son temps à parler de lien social, à condamner l'individualisme, à voter des lois pour augmenter les impôts et la mixité, afin de contraindre les citoyens à être solidaires pour l'intérêt commun. En matière d'islam, toutes ces considérations philosophiques sur la nécessité de vivre ensemble n'existent plus, fini les contraintes, les antilibéraux deviennent soudain ultralibéraux, chacun fait ce qu'il veut, les sociologues parlent comme chez McDo, venez comme vous êtes. Le plus ridicule est que cette gauche islamophile se pense subversive alors que la France, c'est ce pays islamophobe où le président lui-même explique qu'il va contrôler et sanctionner les entreprises qui n'embauchent pas de femmes voilées. Et si, parce que vous portez un foulard ou parce que vous avez tel ou tel prénom ou non, vous n'êtes pas embauché, à ce moment-là, c'est une discrimination à l'embauche.
et c'est sanctionné par la loi. Nous avons renforcé les contrôles. Et où un député de la République En Marche, comme Aurélien Taché, entre deux déclarations anti-blanches, tient ce genre de propos à la télévision. Qu'est-ce que vous pensez du voilement des petites filles, par exemple à l'âge de 11 ou 12 ans? Vous me posez cette question pour une jeune fille de 12 ans qui porterait le voile et donc qui serait élevée dans une famille musulmane. Est-ce que vous me poseriez la question sur une famille catholique à une jeune fille à qui on met un serre-tête ou autre? Bien sûr que non. Mais c'est pas possible, on peut pas entendre des trucs pareils. Non mais, on est obligé de répondre à ça, on est dans le what the fuck le plus complet. Pourquoi on devrait répondre à ça? Si demain le type compare le voile islamique à un ours en peluche, on est censé le prendre au sérieux. C'est quoi ce monde parodique? Non, on parle de gens qui sont discriminés, on parle de racisme, c'est grave ce que vous dites. Il n'y a aucune race née avec un foulard sur la tête, monsieur Taché. C'est grave ce que vous dites. Et le gars Ousdi Razine Belrazoui, ex-journaliste à Charlie Hebdo, dont les collègues ont été massacrés par des islamistes, que ses propos sont graves. Ce qui est grave, Aurélien, c'est de relativiser la diffusion d'une idéologie qui vient d'assassiner des centaines de personnes sur le sol français en quelques années, alors que le bilan de la fameuse islamophobie en France s'élève pour l'instant à 0 mort. Mais il y a encore plus désespérant que tous ces collabos, ce sont les naïfs, je veux dire les vrais naïfs, qui font partie de la gauche laïque et antiraciste honnête, et qui ont conscience de la poussée islamiste, mais qui considèrent qu'elle ne mérite pas un traitement d'exception, et qui reprochent aux gens plus à droite que d'instrumentaliser la laïcité par islamophobie, qui les accusent de faire une fixette sur les musulmans exactement comme le fait une Rokhaya Diallo. Ces universalistes convaincus ont de beaux idéaux mais ne sont pas assez méchants pour les protéger efficacement. La République est une chose trop fragile pour la laisser entre les mains des républicains. Ils pensent que l'on peut jouer fair play contre nos ennemis mortels, qu'il suffira de réaffirmer notre citoyenneté sans toucher aux droits individuels, à la démocratie libérale, qui lui reste fidèle en toutes circonstances, parce qu'ils ont confiance en ces grands principes émancipateurs. Ils sont persuadés que notre système de valeurs est le meilleur et que cela suffit à le rendre invincible, qu'il résistera à toutes les attaques, puisqu'il finira par allier tous les humains à sa cause. Ils ne comprennent pas à quel point leur humanisme est un ethnocentrisme, comme si toutes les cultures avaient le même paradigme que nous, comme si les idées universalistes allaient de soi, comme s'il ne fallait pas, dans certains cas, les mettre entre parenthèses afin de pouvoir les préserver, comme si ce qu'ils appellent le progrès n'était pas, depuis très longtemps, un délire de blanc. Il existe des gens sur cette terre qui ne sont pas d'accord avec nous. Ah bon? Pas parce qu'ils nous auraient mal compris, ou parce qu'ils n'ont pas encore accès à notre éducation, non, mais simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. Il y en a même qui veulent détruire le miracle que constitue la civilisation occidentale. La liberté de conscience et de religion sont garanties par l'état de droit dans lequel nous vivons. Donc visiblement, monsieur, vous avez un problème avec l'état dans lequel vous vivez, je n'y peux rien. Des gens qui font semblant d'y adhérer pour, de l'intérieur, tenter de la faire tomber. Si nous voulons gagner contre eux, il faudra peut-être, au moins temporairement, abandonner une partie de notre bienveillance qu'ils utilisent comme un cheval de Troie de la manière la plus sournoise qui soit. C'est pour ceux qui parmi nous n'en ont pas conscience que le réveil sera le plus brutal. Il y a une confiance qui me paraît démesurée et destinée à être très cruellement déçue dans ce qu'on peut appeler une civilisation démocratique, où le progrès des mœurs démocratiques nous dispenserait de la nécessité de constituer des associations humaines capables de se gouverner elles-mêmes et d'abord capables de se défendre elles-mêmes. Donc, je crois, si vous voulez, que nous sommes véritablement à la crête d'une grande illusion, mais qui est une illusion propre à l'Europe. Les États-Unis ne la partagent pas, la Chine ne la partage pas, personne ne la partage dans le monde musulman. C'est une illusion très spécifiquement européenne, une illusion d'une civilisation apolitique et dont on peut d'ailleurs très aisément rappeler les conditions politiques. C'est dû à certaines conditions politiques très particulières à l'Europe que l'Europe a l'illusion de pouvoir vivre hors des contraintes, grandeur et misère du politique. Et donc, de cette illusion, elle sortira à la faveur ou à la défaveur de l'histoire, semble-t-il. C'est l'histoire qui risque, un jour ou l'autre, et peut-être même un jour prochain, de réveiller l'Europe. C'est ça qu'on peut penser, Pierre Manon. Ce qui me frappe, c'est que l'Europe se construit comme si il n'y avait rien en dehors d'elle. Voilà, c'est ça. Comme s'il n'y avait pas d'extérieur. Et toute sa tâche, c'est une sorte de transformation intérieure. Les progrès de la gouvernance européenne, nous cultivons nos vertus. Nous cultivons nos vertus en supposant que l'exemple de nos vertus convertira bientôt le reste de l'humanité. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Promis, la prochaine fois j'essaie de faire plus court. N'oubliez pas de partager, de vous abonner. J'en profite pour remercier particulièrement ceux qui me soutiennent sur Tipeee, soit par des dons, soit en visionnant des clips, car c'est grâce à vous que je peux continuer cette chaîne. Et n'oubliez pas le plus important, restez taquins.